Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à tous. Dans cette séance-là, on va essayer de procéder à la correction des exercices de la série sur le clustering ou bien la classification automatique. Pour ceux qui n'ont pas accès à la série, donc je vais essayer de mettre le lien pour la télécharger en dessous de la vidéo. Et on va je vais d'abord afficher l'énoncé des exercices de cette série. Donc, nous avons pratiquement 3 exercices. Le premier, c'est l'application de l'algorithme K-means. Le deuxième exercice, c'est la classification hiérarchique ascendante, c'est-à-dire le clustering agglomératif. Et la troisième série, c'est un cas pratique vraiment qui permet d'essayer de passer d'un problème réel de classification automatique à la résolution de ce problème-là. Alors, au niveau du premier exercice, donc nous avons donc pratiquement ces points-là, A, B, C, D, E et F, qu'on va essayer de regrouper en utilisant l'algorithme K-means, bien entendu. Comme j'ai toujours dit, pour des besoins bien sûr pédagogiques, le nombre de points ou bien le nombre d'objets qu'on va essayer de regrouper est relativement très petit, mais bien sûr, ça c'est pour pratiquement faire apprendre et pratiquer manuellement la résolution ou bien la classification automatique en utilisant cet algorithme-là. Et dans la pratique, le nombre d'individus peut être très, très élevé. Donc, dans cet exercice, il est tout d'abord demandé de donner la répartition géométrique, c'est-à-dire la représentation graphique de ces points-là. Et qu'est-ce qu'on peut identifier visuellement à partir de cette représentation graphique comme cluster ou bien comme groupe d'objets. Dans la deuxième question, il est demandé de faire le regroupement, c'est-à-dire d'appliquer l'algorithme K-means en utilisant comme points initiaux, ou bien comme seed ou bien centroïdes initiaux, les points A et B. Et pour faire cela, on va utiliser la distance de Manhattan que nous avons vue au niveau du groupe. Alors, donc là, je vais changer donc le partage. Donc, on va donc voir se corriger là étape par étape. Donc, pour la première partie, donc là, vous voyez la répartition. Bien sûr, ça c'est fait un petit peu manuellement, la répartition des points sur un plan. Donc là, visuellement, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que nous avons pratiquement 2 clusters. C'est-à-dire, visuellement, si je demande à quelqu'un, par exemple, de regrouper ces objets-là en 2 groupes, il va naturellement dire que le premier groupe contiendra les individus ou bien les points A, B, C, et le deuxième groupe contiendra les points D, E et F, tout simplement parce qu'on peut voir que les objets A, B et C sont très proches les uns des autres, et la même chose pour les objets E, F et D. Néanmoins, on va essayer d'appliquer l'algorithme K-means pour arriver, bien sûr, si c'est possible, à ce regroupement-là par des calculs. Alors, la première étape serait donc de positionner les clusters, plutôt les seeds initiaux, bien les centroïdes qui sont donnés dans l'énoncé de l'exercice, c'est-à-dire le premier centroïde que j'appelle ici C1, c'est A, le point A, et le deuxième, c'est le point B. Donc là, on va essayer de calculer la distance entre chacun des points A, B, C, D, E et F avec chacun des centroïdes. Donc, dans ce tableau-là, vous voyez que, par exemple, la distance entre A et C1, qui est lui-même A, était naturellement de 0. Par contre, la distance entre B et C1, elle est de 1. La même chose pour C. Par contre, pour D, E et F, ils sont un petit peu éloignés par rapport à B et C, par rapport bien sûr au point C1. Donc, dans ce cas, la distance, elle est plus élevée. Par contre, pour le deuxième centroïde, qui est C2, qui est le point B, on remarque que la distance entre B et lui-même, elle est égale à 0, naturellement. Et la distance par rapport à A, elle est de 1, parce qu'un petit peu c'est inversé, parce que A, ici, c'est le centroïde, et ici, c'est B, le centroïde. Et les autres distances, bien entendu, on remarque que la distance entre C et B,
bien C2, elle est plus petite que la distance entre ce point B avec les autres points D et EF. On peut regarder ça ou bien le voir ici. Donc, si ça c'est notre premier centroïde et ça c'est notre deuxième centroïde, on remarque que par rapport à ce premier centroïde, les points les plus proches sont B et C. Par contre, les points E, D et F sont éloignés et inversement, si on prend B, donc on remarque que, ou bien pratiquement la même chose, on remarque que les points les plus proches sont A et C. Par contre, les points D et EF sont éloignés. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ce tableau-là? Donc, vous remarquez que j'ai un petit peu coloré par deux couleurs. Donc, pour la couleur verte, j'ai mentionné les éléments les plus petits par rapport, ou bien dans la première ligne, c'est-à-dire par rapport à leur rapprochement du point C1. On remarque qu'entre 0 et 1, nous avons C0 le plus petit. Entre ici 2 et 1, donc nous avons C1. Par contre, pour les autres, les valeurs les plus petites sont ici 0, pardon, et ici c'est 4, 4 et 5. Alors, je vais faire une petite pause juste pour vous montrer comment nous avons trouvé ces calculs-là. Bien sûr, quand il s'agit d'une petite représentation ou bien un petit nombre de points, donc la distance de Manhattan se fait en additionnant les distances verticalement ou bien horizontalement. Et bien sûr, à chaque fois, on compte l'unité. Sinon, on peut faire ça par calcul, par la formule que je vous ai donnée au niveau du cours, la distance de Manhattan. OK. Par exemple, si on prend, on va revenir à notre... je vais un petit peu partager là et juste mentionner sur un bout de papier, juste pour vous montrer le calcul. Donc, nous avons A, il est de 1, 1. B, il est de 1. C, c'est 1, 2. Ensuite, on va mettre D qui a les coordonnées 4 et 3, juste pour l'exemple. Alors, je vais faire le partage d'un tableau blanc pour vous montrer le calcul de distance. Donc, la distance entre A, par exemple, et, disons, C1, qui est en fait la même chose que A. Donc, dans ce cas, ça va être égal, puisque la distance de Manhattan, on va prendre si vous vous rappelez de la formule générale, donc on avait la racine par Q d'une certaine somme de différences élevées, ces différences sont élevées également à Q. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? Puisque pour Manhattan, Q est égal à 1, on ne va pas faire de racine et on ne va pas élever en quelque sorte au carré. Donc, on va tout simplement faire la différence en termes de valeur absolue. C'est-à-dire, on aura donc la différence en termes de valeur absolue sommée entre les coordonnées. Donc, si on prend par exemple le 1, donc l'abscisse de A, c'est 1, moins l'abscisse du deuxième point, qui est, dans ce cas, C1, qui est lui-même 1, ok? Et pour l'ordonnée, donc, nous aurons 1 moins 1. Donc, on va avoir tout simplement 0. Okay? Donc, ça, c'est naturel parce que C1, c'est lui-même A. Par contre, si on fait la distance entre, par exemple, le B et C1, qui est dans ce cas A, on va avoir cette distance qui est égale, on prend, bien sûr, ici, c'est en valeur absolue, parce que là, je n'ai pas la touche correspondante. OK? Donc là, la valeur absolue, ça va nous donner 2. Pour B, ça va être 2 moins 1. OK? En valeur absolue, ça nous donne 1 plus la différence au niveau des ordonnées. Donc, on aura 1 moins 1. OK? Donc là, pardon, c'est un moins ici. Et là, on aura donc 1 plus 0 et c'est égal à 1. Si on revient maintenant à notre représentation graphique, okay, on remarque que cette différence, elle est là. Elle est égale à 1. C'est pour cela que tout à l'heure, j'ai dit qu'il faut tout simplement calculer cette distance bien sûr, en prenant soit le sens horizontal ou bien vertical. On ne va jamais comme ça, par exemple. Pour calculer la distance entre C et B, on ne fait jamais ça. Ça, c'est la distance euclidienne. Par contre, si on veut calculer la distance entre C et B, par exemple, c'est C2, on doit aller soit comme ça,
soit comme ça. Par exemple, si on fait comme ça, donc nous aurons une unité 1 et 2. Donc dans ce cas, nous avons 2. Une unité, une deuxième unité, ça nous fait 2. OK. On peut faire ça. On revient donc à notre partage, à notre tableau blanc pour voir cette distance. Par exemple, si on prend, alors je vais faire ça ici, okay, la distance entre C et C2. Okay? C2 qui est dans ce cas B, on trouve donc C1 moins en valeur absolue. Donc 1 c'est pour l'abscisse de C, okay, moins celle de B. Donc ça nous fait en fait 1 parce que c'est en valeur absolue, plus on va avoir la différence entre l'ordonnée de C qui est de 2 moins l'ordonnée de B qui est de 1. Donc on aura 1 moins 2 qui nous donne en valeur absolue 1, okay, et 2 moins 1 qui nous donne en valeur absolue également 1. Donc la différence, ça va être de 2, bien sûr, toujours en valeur absolue. Attention. Okay. Donc dans ce cas, on va avoir la distance qui est égale à 2. On peut revenir pour la voir ici. Donc la distance entre C et B, ce n'est pas la racine carrée de 2. La racine carrée de 2, c'était la distance, là, c'est la distance euclidienne. Par contre, la distance de Manhattan se fait en calculant dans un sens, soit verticalement puis horizontalement, ou bien l'inverse. Dans ce cas, on va trouver le 2 que nous avons trouvé en calcul, et la même chose pour le reste. Par exemple, la distance entre A et E, soit par calcul, on prend l'abscisse de A moins celle de E, en valeur absolue, ou bien l'inverse, puisque ça donne la même chose, et l'ordonnée de A moins l'ordonnée de E, et on fait la somme et on retrouve cette distance. Par exemple, si on essaie de la faire graphiquement, donc la distance entre A et E, donc on va aller tout d'abord, par exemple, horizontalement, 1 et 2 unités, 3 unités, 4 unités et 5 unités. Pour cela, on retrouve donc dans notre tableau la distance entre A, qui est C1, et E. Nous avons 5. Pour F, il est plus éloigné d'une unité, donc on retrouve la valeur 6 et la même chose pour le reste. Bien sûr, je vous laisse le soin de procéder à ces calculs par vous-même. Alors, une fois que nous avons coloré ou bien souligné ou bien, par exemple, entouré les valeurs, le minimum dans chaque colonne, donc dans ce cas, on va trouver les clusters, tout simplement en mentionnant les éléments colorés ou bien soulignés ou bien mis en valeur au niveau de chaque ligne. Dans la première ligne, nous avons 0 et 1 qui correspondent aux points A et C. Donc, ces deux points-là vont aller dans le cluster du centroïde C1. Et puisque le centroïde C1, c'est A, donc on va retrouver tout simplement les éléments A et C. Donc, une petite note, une petite remarque, même plus tard, on va voir que les centroïdes ne feront pas partie du contenu de nos clusters, tout simplement parce que le centroïde, en général, c'est un point imaginaire. C'est pour cela, là, quand j'ai mentionné A, ce n'est pas en tant que centroïde. C'est pour cela que j'ai pris soin ici de le renommer pour qu'il joue un double rôle. Par contre, pour le deuxième cluster, on trouvera les éléments soulignés ou bien mis en valeur au niveau de la deuxième ligne. Bien sûr, si on avait K égale à 3, on aura une troisième ligne et une quatrième ligne, etc. Donc là, pour le deuxième cluster, on retrouve les éléments B, D, E et F. Ça nous donne quoi graphiquement? Ça nous donne ce regroupement-là. Bien entendu, ça peut paraître un petit peu étrange parce qu'on aurait peut-être imaginé que B serait avec A et C. En fait, ça, c'est la première étape, tout simplement parce que B ne peut pas être avec A, tout simplement parce que dans la première étape, ces deux éléments jouent le rôle de centroïde. Okay. Par contre, on retrouvera ces points-là avec B, tout simplement parce qu'ils sont même, on peut le voir, visuellement proches ou bien plus proches de B que de A. Donc, si on calcule cette distance, on retrouve que entre B et E, il y a toujours une unité qui manque par rapport à A. Par exemple, si cette distance elle est de 4, elle sera de 5 ici. Si elle est de 5 ici, elle sera de 6 ici, ainsi de suite. OK. Donc, nous avons trouvé ce premier clustering. Faites la différence quand je dis le clustering. Ça, c'est un clustering, c'est-à-dire ça, c'est un regroupement, c'est une classification. Et
il est composé de deux clusters dans ce cas. Une fois que nous ayons trouvé ces deux clusters-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer à l'étape suivante. L'étape suivante consiste tout d'abord à faire le calcul des centroïdes des nouveaux clusters. Souvenez-vous, lorsqu'on a fait le cours sur ça, nous avons dit que les clusters, quand ils sont formés, naturellement, ils auront de nouveaux centroïdes qui sont différents des centroïdes que nous sommes positionnés, ou bien nous avons positionnés auparavant. Donc, dans ce cas, on va procéder au calcul du nouveau centroïde pour ce cluster-là et du nouveau centroïde pour ce cluster-là. Pour faire ce calcul-là, donc là, vous avez directement les résultats, mais comment on peut faire ça directement à partir des calculs? Donc, si on revient à notre... Pardon. Je vais basculer dans le partage pour voir l'énoncé. OK? Alors, donc nous avons là les coordonnées. Donc, par exemple, si nous avons dans le premier cluster les points A et C, donc dans ce cas, qu'est-ce que je fais pour trouver les coordonnées du centroïde? Je vais prendre tout simplement la moyenne arithmétique de points qui sont à l'intérieur du cluster. Dans ce cas, on va prendre le 1 plus 1, ça nous donne 2 sur 2, ça donne 1. Et le 1 plus 2 sur 2, ça nous donne 1,5. C'est pour cela le centroïde ANA, notre centroïde aura les coordonnées 1 et 1,5. OK. Par contre, pour le deuxième centroïde, on aura à faire la moyenne entre d'abord les abscisses, c'est-à-dire le 2, le 4, le 3 et le 4, tous divisés par 4 parce que nous avons 4 éléments. Et la même chose pour l'ordonnée, nous aurons 1 et 3 et 4 divisé par 4. Ça nous donne également la valeur de l'ordonnée pour ce deuxième centroïde. Donc, on va retrouver ces valeurs-là. Alors, ça c'est le courrier type. Donc, ce que nous trouvons comme valeur après calcul, c'est les valeurs suivantes. Nous avons donc 1 et 1,5 et la deuxième c'est 3, 25 et 3. Remarque une chose, juste la notation, ça c'est ma propre un petit peu notation pour faire la différence au niveau des étapes. Donc, j'ai préféré nommer à cette étape-là les centroïdes avec une prime ici, c'est-à-dire C1' et C2'. C'est ma propre notation pour faire la différence entre les centroïdes de la première itération. Donc, on peut visuellement voir ces centroïdes-là avant de procéder au calcul. Donc là, vous voyez que le centroïde, pratiquement, il est au milieu, c'est naturel, au milieu de notre cluster. Et ici, pratiquement, parce que nous avons 3 points qui penchent ici, qui sont éloignés de notre point B, naturellement, donc, le centroïde va être un petit peu de leur côté. Et ça, c'est un moyen, en fait, de vérification. Lorsque vous calculez les coordonnées de vos clusters, de préférence, essayez, dans la mesure du possible, de les positionner sur votre plan, sur votre graphique, juste pour voir où ils sont. Par exemple, si vous trouvez que les coordonnées de votre centroïde, par exemple, contenant A et C, sont ici, par exemple, là, ici, donc dans ce cas, c'est sûr que vous vous êtes trompé, tout simplement parce que le centroïde doit être placé au milieu, ou bien pratiquement au centre de votre cluster. La même chose ici, si nous avions trouvé, par exemple, notre C2', selon ces coordonnées, nous l'avons trouvé ici, ou bien ici, ou bien ici. Donc, dans ce cas, c'est sûr que nous nous sommes trompés, donc il faut refaire les calculs. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ça? On va refaire le calcul des distances. Pour faire ce calcul des distances, donc qu'est-ce qu'on fait? On va tout simplement prendre, positionner, comme dans le tableau précédent, les nouveaux centroïdes. Là, vous remarquez que j'ai changé C1 par C1', donc ça va être ce point-là. Ce n'est plus A, comme dans l'étape précédente. Et la même chose ici, donc nous avons le deuxième centroïde qui n'est plus B, mais c'est un nouveau que j'ai montré dans le slide précédent. Donc, nous avons maintenant à calculer ces distances-là entre chacun des objets, bien, des points, par rapport à chacun des centroïdes. Donc, on va trouver ces valeurs-là en utilisant la distance de Manhattan. Et là, on va la même chose colorer ou bien mettre en valeur le minimum dans chacune des colonnes. Donc, entre ça et ça, nous avons 0,5. Nous avons 1,5 ici, nous avons 0,5. Et par rapport à ces 3 points D et F, nous avons le minimum qui est mentionné en jaune. Donc, pour l'obtention tout simplement des clusters, nous allons tout simplement regrouper ensemble les éléments qui ont la même couleur, ou bien qui sont soulignés dans la même ligne. Donc, nous avons le
cluster CL2 là, donc ça va être A, B et C. Et là, CL2, pardon, c'est pas C2, prime, CL2, pardon, CL1 et CL2. Donc je vais. Alors, bon, bon. C'est pas grave. De toute façon, vous l'aurez compris. Donc ici, ça va être A, B et C comme premier cluster. Et ici, c'est D, E et F comme deuxième cluster. Donc, on peut voir ces clusters qui sont nouvellement formés là. Donc, nous avons A, B et C qui sont ensemble et E, D et F, ou bien D, E et F qui sont également ensemble. Vous remarquez que ce clustering, si on le projette par rapport sur l'ancien clustering, on va voir qu'il y a une différence. C'est-à-dire que les clusters, nos clusters ont changé tout simplement parce qu'auparavant, nous avions A et C ensemble et B, D, E et F ensemble. Maintenant, nous avons B en quelque sorte qui a rejoint A et C et qui s'est détaché de l'ensemble ou bien du cluster contenant D, E et F. Donc, nous avons cette configuration ou bien ce nouveau clustering. Maintenant, on ne va pas s'arrêter parce que là, si on s'arrête, c'est comme si, parce que en fait, l'idée serait de dire que ah, voilà, nous avons atteint le clustering que nous voulions. Parce que, en fait, parce que la représentation, lorsqu'elle est petite, lorsque les clusters sont aux yeux, c'est-à-dire on peut les visualiser ou bien les voir visuellement. Donc, dans ce cas, on a tendance à oublier que nous avons besoin d'une nouvelle étape de stabilisation, de convergence de nos clusters pour s'assurer que ces clusters ne changent pas dans l'étape suivante. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On doit refaire les calculs. Donc, nous avons obtenu de nouveaux clusters. Donc, nous allons procéder au calcul des coordonnées de leur centroïde et nous allons recalculer les distances et voir est-ce que réellement les distances nous donnent de nouveaux clusters ou bien on reste dans le même clustering, c'est-à-dire les mêmes clusters. Donc, les distances nous donnent, avant les distances, nous avons donc le calcul des coordonnées des centroïdes, donc que j'ai nommé ici ces secondes 1 et ces secondes 2. Donc, nous avons 1,33 pardon, entre A, B et C, c'est-à-dire le premier cluster, et 3,67 et 3,67 dans le deuxième cluster. Visuellement, ça nous donne ça. C'est les points un petit peu ici, bien sûr, approximativement, en noir. Donc, vous remarquez que la même chose, les centroïdes sont pratiquement à l'intérieur ou bien au milieu pratiquement des points de chaque cluster, ici et ici. Donc, on ne s'est pas pratiquement trompé. Même si, dans la pratique, il faut parfois faire les calculs une deuxième fois pour s'assurer qu'on ne s'est pas trompé, mais parfois on est soutenu, on s'appuie sur la représentation graphique pour voir que réellement on est dans le bon chemin. OK, donc qu'est-ce qu'on fait? La même chose maintenant, nous avons les coordonnées de ces deux centroïdes, nous allons calculer les distances et ça nous donne la chose suivante. Bien sûr, remarquez que là, on va retrouver de nouvelles distances, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas retrouver les nouveaux clusters. C'est-à-dire, si vous tombez sur un tableau différent du tableau précédent, vous allez penser que peut-être vous allez avoir de nouveaux clusters. Ce n'est pas vrai parce que dans beaucoup de situations, les nouvelles distances vont nous donner les mêmes clusters que l'étape précédente. Donc, c'est ce qui est réalisé ici. Donc, vous avez ces nouvelles distances avec les minimums qui sont colorés dans chaque ligne. Donc, nous avons ici le minimum, c'est 0,66, 1 et 1 par rapport à ces valeurs. Ici, le minimum entre ça et ça, c'est 1 et 0,66. En regroupant encore une fois nos clusters, donc ça va être le clustering 3, donc ça va nous donner ce premier groupe composé de A, B et C, et ce deuxième groupe composé de D, E et F. Donc, on peut voir que ce clustering, on peut revenir en marche arrière pour voir que ce clustering n'est rien d'autre que le clustering précédent. Ce qui veut dire que nous avons stabilisé ou bien que nos clusters se sont stabilisés. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On va s'arrêter. On peut il faut quand même mentionner ça. Donc, lorsqu'on calcule les distances, on remarque que clustering 1, ça nous donne le deuxième clustering. Quand je dis clustering, ça veut dire qu'il faut que tous les ensembles soient égaux. C'est-à-dire que si je prends un ensemble A ou bien E1 du premier clustering
je dois le trouver exactement le même dans le deuxième clustering et ça va de soi pour tous les ensembles, dans les deux sens. C'est-à-dire, si je fais un mapping entre une mise en correspondance entre le premier clustering et le deuxième clustering, on va trouver une égalité parfaite. Dans ce cas, on va dire que nous avons une stabilité. Maintenant, pourquoi on arrête en fait? Est-ce qu'on peut faire une autre étape, une autre itération? En fait, c'est inutile, tout simplement parce que lorsque je fais une autre itération, supposons que là, le cluster que nous avons obtenu sont les mêmes ici. Lorsque je recalcule les centroïdes, on va retrouver ces centroïdes-là. Lorsque je recalcule les distances vont rester les mêmes, tout simplement parce que les centroïdes n'ont pas changé. Et pourquoi les centroïdes n'ont pas changé? Parce que les clusters ANA n'ont pas changé. Donc, dans ce cas, l'étape suivante serait inutile, tout simplement parce qu'elle va nous donner tout simplement les mêmes résultats. C'est pour cela qu'on va faire l'arrêt et dire que les clusters, donc clusters finaux, sont le cluster 1 composé de A, B et C, et le deuxième, c'est D, E et F. Vous pouvez remarquer que ces clusters sont bien correspondent à ce que nous avons dit auparavant visuellement. On a regroupé, ou bien le regroupement, notre regroupement nous a donné les clusters que nous avons vus, bien que nous avons pu constater visuellement au début de, de, de la résolution de cet exercice. OK. Alors, donc ça, c'est par rapport à l'exercice 1. Donc, bien entendu, si vous avez toujours des questions, n'hésitez pas à me contacter, soit en faisant des commentaires ou bien tout simplement en m'écrivant à mon adresse email. Voilà, donc ça, c'était le premier exercice. Donc, nous allons procéder maintenant à la correction du deuxième exercice. Donc, dans cet exercice, nous avons des voitures ou bien les objets qui représentent des voitures, 5 voitures avec deux caractéristiques ou bien deux variables qui sont le poids en kilogrammes et la puissance. Donc, ce qui est demandé au niveau de cet exercice, c'est de faire, comme le titre l'indique, la classification hiérarchique ascendante. Et avant de procéder à cette classification, il est demandé de procéder d'abord à la standardisation des variables. Souvenez-vous, nous avons dit que la standardisation des variables permet de ramener les valeurs qui sont d'échelle ou bien de grandeur différentes, de les ramener à des grandeurs comparables pour que ces grandeurs-là, lorsqu'elles sont différentes, n'affectent pas ou bien n'altèrent pas ou bien ne nous donnent pas, ne nous fassent pas les calculs de ce clustering hiérarchique. Donc, pour pouvoir faire cette standardisation, nous allons suivre la formule qui est donnée au niveau du cours que je vous invite à revoir. Alors, donc là, c'est le tableau initial. Donc, la standardisation consiste à faire quoi? Pour chacune des variables séparément, d'abord à calculer l'écart type moyen absolu. L'écart type moyen absolu, c'est, disons, ce qu'on appelle la moyenne des différences en valeur absolue des valeurs de la variable, pour chaque individu, bien entendu, avec sa moyenne. C'est-à-dire, on prend le premier individu, on fait la différence avec cette valeur, ou bien la valeur de sa variable avec sa moyenne en valeur absolue, qu'on va additionner avec la différence de la deuxième valeur avec la moyenne, la troisième valeur toujours en valeur absolue. Ensuite, on va diviser tout cela par, disons, le nombre d'individus qui est dans notre cas 5. Bien sûr, là, il n'y a pas de racine à faire tout simplement parce que ce n'est pas comme dans l'écart type classique dans lequel on élève d'abord au carré ces différences-là. Ensuite, on doit faire la racine pour ramener les valeurs à leur, disons, à l'échelle d'origine. Dans ce cas, puisqu'on n'a pas fait l'utilisation, on n'a pas utilisé donc le carré, donc on ne va pas faire tout simplement la racine carrée. Donc, pour faire ces calculs-là, donc, j'ai élaboré donc, ces calculs-là au niveau d'une feuille ou bien d'un classeur Excel. Donc là, vous avez ces valeurs-là représentent les valeurs d'origine.
Donc, ici, nous avons la moyenne entre ces valeurs-là. Ça, c'est l'écart en valeur absolue avec par rapport à cette moyenne. Par exemple, entre 1500 et 1571, nous avons l'écart, il est de 71. La même chose pour les autres. Par exemple, ici, en valeur absolue, ça nous donne 7. Ensuite, on va faire la moyenne de cette valeur pour retrouver notre S. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va faire la différence entre les valeurs d'origine et la moyenne qu'on va diviser par ce S-là. Bien sûr, là, cette différence, ce n'est pas en valeur absolue. Lorsque notre valeur est inférieure à la moyenne, la différence serait négative après l'avoir divisé par ce S-là. Lorsque la valeur de notre moyenne est supérieure à la moyenne, la valeur de notre variable est supérieure à la moyenne, donc cette différence serait positive. Donc lorsqu'on fait ces calculs-là, on va retrouver ces valeurs standardisées pour la première variable qui est le poids. La même chose pour la puissance. Donc nous avons les valeurs d'origine, elles sont ici. Cette valeur représente la moyenne qui est de 146,8. Ces valeurs-là représentent l'écart entre chaque valeur et la valeur moyenne en valeur absolue, bien entendu. Et cette valeur représente la moyenne entre ces valeurs qui est de 9,44. C'est ce que nous avons bien, ce qui est appelé S, ce qui est noté S. Et ces valeurs-là sont la différence entre, ou bien la valeur standardisée de chaque variable. Par exemple, 130 moins 146,8 divisé par 9, ça nous donne moins 1,78 pratiquement. Ici, c'est 1,82. C'est positif tout simplement parce que cette valeur est supérieure à la moyenne et la même chose pour le reste. Donc, on va obtenir de nouvelles valeurs. Donc là, j'ai rementionné nos valeurs là qui sont bien les voitures A, B, C, D, et F, ou je préfère les appeler comme ça pour pouvoir procéder à, disons, les regroupements ou bien à la classification hiérarchique. Et là, c'est les valeurs que nous avons obtenues dans les étapes précédentes, c'est-à-dire les valeurs standardisées pour la puissance et les valeurs standardisées pour le poids. Okay. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ça? On va maintenant faire la classification hiérarchique ascendante en utilisant, bien sûr, différents types de linkage ou bien de rapprochement entre les clusters. Et nous allons utiliser la distance euclidienne pour calculer, bien sûr, ces mesures de similarité. Alors, la première étape serait de faire la matrice des distances entre les paires des points. Souvenez-vous, nous avons vu que cette matrice est une matrice symétrique et une matrice en fait carrée, parce qu'on va avoir la même chose ici et ici en ligne et en colonne. Et c'est une matrice, bien sûr, dans laquelle nous avons des zéros dans les diagonales ou bien les croisements entre les mêmes individus, c'est-à-dire entre A et A, nous avons 0, tout simplement parce que la distance entre le point ou bien l'objet et lui-même, c'est toujours 0. Et la même chose pour les autres, on va calculer la distance ici euclidienne. Bien sûr, pour la distance euclidienne, on va faire, c'est ce que vous avez l'habitude de faire classiquement pour calculer par exemple dans un triangle, etc. Lorsque vous voulez calculer par exemple des mesures, par exemple, pour ce triangle-là. Donc, vous avez pratiquement la distance euclidienne. Donc, vous sommez au carré chacun des segments. Ensuite, vous faites la racine carrée et vous obtenez donc la distance euclidienne. Donc, la même chose ici. On va prendre les coordonnées des points A et B. On va faire la différence des abscisses au carré, la différence des ordonnées au carré. On somme ces valeurs et on passe à la racine carrée et on obtient les valeurs, nos valeurs. Bien sûr, faites la remarque ici que parce que nous avons les coordonnées sont en négatif, il faut faire attention lorsque vous faites la différence parce que la différence va vous donner une valeur plus grande que si vous faites la différence entre les valeurs absolues. Okay. Par exemple, lorsque je fais la distance entre A et B, ça va être 2,5 moins 0,71 et 1,82 moins
moins 1,78 et non pas 2,5 moins ou bien plus moins 1,71 parce que sinon, vous aurez une différence entre les valeurs absolues de 2,5 et 1,71 et ça vous donne une mauvaise ou bien une fausse, de faux résultats. Okay. Lorsqu'on fait maintenant ces distances-là, bien sûr, vous remarquez que je n'ai pas mentionné. Alors, ça. Alors, résumé là. Ok, voilà. Donc, lorsque vous faites ces différences-là, bien sûr, il faut juste les mentionner d'un seul côté, tout simplement parce que plutôt la distance entre A et B, c'est la même qu'entre B et A. C'est pour cela qu'il faut tout simplement remplir la moitié, soit la moitié supérieure ou bien la moitié inférieure de votre matrice. Dans ce cas, j'ai rempli la partie inférieure et j'ai retrouvé ces distances-là que vous pouvez, bien entendu, recalculer et vérifier. Donc, qu'est-ce qu'on fait à l'étape suivante? On va chercher le minimum, bien sûr, entre ces éléments, mis à part, pardon, les diagonales. Pardon. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va calculer la différence, plutôt chercher le minimum ici, mis à part ces zéros-là. Pourquoi ces zéros-là? Parce que là, ces zéros correspondent à la distance entre les points et eux-mêmes. Par contre, ce qui est donné ici, c'est la différence entre des points qui sont, disons, séparés. Une petite remarque, est-ce qu'on peut trouver des zéros ici, mis à part la diagonale? Est-ce qu'on peut trouver, par exemple, la distance entre A et C, elle est égale à 0? Oui, parce que là, c'est vrai que dans notre exemple, j'ai fait en sorte que les objets soient différents, soient séparés, ne se projettent pas les uns sur les autres, c'est-à-dire ne sont pas superposés. Je n'ai pas le A sur le C, et donc si nous avions A sur C, on aura par exemple A et C auraient les mêmes coordonnées, par exemple 1, 1 et 1, 1. Donc dans ce cas, la distance serait de 0. Mais je ne dirais pas que c'est invraisemblable parce que si nous prenons des situations dans lesquelles nous avons deux individus qui possèdent les mêmes valeurs pour les variables, pour toutes les variables, dans ce cas, lorsqu'on les projette graphiquement, ils seront superposés tout simplement. Mais dans notre cas, ce n'est pas le cas, c'est-à-dire nous avons les éléments, nos objets sont séparés ou bien ils sont disjoints, ils sont distincts l'un de l'autre, bien les uns des autres. C'est pour cela qu'on n'aura pas de zéro ici. Mais si jamais vous auriez des zéros ici, mis à part ces zéros-là, donc dans ce cas, vous allez considérer ce zéro comme étant une valeur minimale de ces vraies valeurs. OK. Puisqu'on n'a pas de zéro ici, donc on va chercher le minimum entre ces valeurs-là et on trouve que c'est 0,51. 0,51, ça veut dire que dans l'ensemble des objets A, B, C, D et E, les plus proches sont les objets C et D. Okay. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On va regrouper ces deux objets, ou bien ces deux nœuds, ou bien ces deux éléments ensemble pour retrouver un groupe, un premier groupe qui s'appelle, là que nous allons nommer G1. Okay. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant, dans notre matrice, remplacer les éléments ou bien les objets C, D, bien C et D, pardon, on les remplace par un seul élément qui est le groupe, bien le numéro de leur groupe. Par exemple, ici, on remplace ces deux colonnes par une seule qui s'appelle G1 et la même chose, puisque c'est une matrice carrée, les mêmes éléments ici en ligne seront remplacés par un seul élément qui est G1. Donc, on aura cette chose-là. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va calculer la distance comme auparavant. Bien entendu, vous remarquez que les distances ne changent pas pour les éléments qui n'ont pas été affectés, c'est-à-dire la distance entre A et B, entre A et E ne sera pas affectée, entre B et E ne sera pas affectée. Okay. Par contre, la distance entre G1 et les autres éléments qui sont A, B et E, il faut la calculer. La calculer dans le sens qu'il faut procéder à la mesure de la distance entre ce
groupe-là, ce nœud qui est considéré comme un seul cluster, okay, et les autres éléments. Et c'est là qu'intervient la notion de type de linkage, bien de linkage. Donc, dans ce cas, pour calculer la distance entre, par exemple, A et cet élément, le linkage single consiste à calculer la distance entre A et C, la distance entre A et D, nous l'avions déjà calculé, et prendre le minimum entre ces deux distances. C'est ce que nous avons appelé linkage single, dans lequel nous avons la distance entre deux clusters, c'est le minimum. Donc, dans notre cas ici, le premier cluster, il est composé de l'élément A. Le deuxième cluster, il est composé de deux éléments. Donc, je peux vous montrer ça. Je vais peut-être faire un partage. OK. Voilà, donc ça, c'était, on va faire un clear de tout ça. Okay. Et là, je vais dessiner, alors, je vais dessiner ces éléments-là. Donc là, nous avons le premier élément, ça c'est le deuxième élément. On considère que ces éléments-là, alors je vais faire un truc comme ça. Là. Ensuite, nous avons un deuxième élément qui est ici, c'est notre A. Et on considère bien entendu que A, initialement, il est dans un cluster à part. Donc, dans le linkage single, la distance, bon, un petit peu, j'ai fait en sorte que les éléments soient un peu, donc je vais faire ça, c'est pareil. Okay, et je vais le remplacer par ça. Okay. Maintenant, quand on fait les distances, on va calculer cette distance-là. Okay, et on va calculer cette distance-là. On prend le minimum. Okay. C'est ce que nous avions dans le tableau. Nous avons A, C et D. Par exemple, C et D ou bien D et C. OK, peu importe. Et donc, la distance entre ce cluster et ce cluster serait le minimum. Ça, c'est le linkage single. Si on avait le linkage complet, on va prendre la distance qui est le maximum. Bien sûr, là, puisque nous avons un seul élément de ce côté-là, nous avons seulement deux distances. Mais supposons que nous avions un autre élément ici. Par exemple, je vais mettre ça comme ça. Et un autre élément, encore une fois. On va faire tous les croisements possibles, toutes les distances possibles. C'est-à-dire cette distance-là, et cette distance-là, cette distance-là. Donc, avec ce point-là. Ensuite, cette distance. Donc, nous avons avec ça. Okay, donc, chacun, il aura deux distances. Donc, on aura pratiquement 6, ce qui est 2 fois 3. Donc, pour toutes ces distances, le linkage single, c'est la plus petite, c'est-à-dire c'est la distance entre les points les plus rapprochés. Pour le linkage complet, ça va être la distance entre les points les plus éloignés. Okay. Par exemple, ça va être peut-être ça. Okay. Le linkage par centroïde, on doit calculer d'abord les centroïdes, je vais les mettre comme ça. Par exemple, le centroïde ici, ça va être ça, et ici, ça va être ça. Et la distance entre ces deux clusters serait cette distance-là. Donc, ça va être cette distance-là. Okay. Donc, ça, c'est bon pour le calcul. Donc, dans notre cas, on va revenir à notre partage. Donc, la distance-là, elle est de 2,11. Tout simplement parce que la distance entre A et C, elle est de 2,56 et entre A et D, elle est de 2,11. Donc, dans les deux, on va prendre cette petite distance. La même chose pour B par rapport à C et D. Donc, nous avons 3,16. La distance entre maintenant E et C et D, ça va être 0,58. Donc, on retrouve ces valeurs-là. Ah, là, je suis marche arrière. OK. Donc, on retrouve là les valeurs, nos valeurs. Donc, la distance entre le groupe HADA avec A, ça nous donne de 11, qui est le minimum. Avec cet élément-là, donc ça nous donne le minimum qui est 3,16. Et avec cet élément, c'est 0,58. Encore une fois, on va faire la recherche du minimum. Donc, la recherche du minimum, ça va nous donner cette valeur qui est de 0,58. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les éléments les plus proches dans notre nouvelle configuration, c'est les éléments E avec C et D. Donc, on va regrouper E avec le groupe G1. On ne va pas obtenir un groupe contenant 3 éléments qui sont
C, D et E. On va trouver un nouveau cluster qui va contenir deux éléments. Le premier élément, c'est E. Le deuxième élément, c'est G1. Cet élément G1, il est composé de deux éléments qui sont C et D. Comme ça qu'il faut, parce que c'est hiérarchique. Si on ne fait pas ça, ça veut dire que c'est comme si on ne regroupait pas de manière hiérarchique, c'est comme si l'étape où nous avions regroupé C et D est perdue. Ok. Une petite remarque, juste avant de continuer, c'est que, attention, lorsque vous faites l'arrondissement des valeurs par approximation, pardon, lorsque vous faites par exemple des calculs et que vous trouvez que les valeurs sont un petit peu proches des unes des autres, dans ce cas, il faut faire attention à l'arrondissement, parce que si par exemple, si vous arrondissez deux valeurs qui étaient très proches et que dans l'arrondissement, elles deviennent égales, dans ce cas, vous auriez des différences dans les calculs. Par exemple, deux personnes qui font le même arrondissement, donc lorsque on essaie par exemple de faire le calcul du minimum, etc., on risque de faire des choix différents et d'obtenir des résultats différents. Pour cela, lorsque vous avez des valeurs qui sont un petit peu éloignées, dans lesquelles l'approximation n'affecte pas les résultats, par exemple, lorsque je garde deux valeurs décimales ici, donc ça n'affecte pas mes résultats, tout simplement parce qu'on remarque que, par exemple, entre 16 et 69, quand même, il y a une certaine différence. Mais supposons que nous avions, par exemple, ici 3, disons 68 et 3,69, et que je veux, par exemple, arrondir ça à 3,7 et 3,7. Donc, par exemple, entre les deux, quand même, il y a une certaine différence qui est de 0,01. Donc, dans ce cas, il faut faire attention au nombre de positions décimales. Et parfois, bien sûr, ça dépend de votre situation. Si vous voulez vraiment descendre aussi bas ou bien si bas que ça, donc dans ce cas, vous n'allez qu'à ajouter des positions ou bien éviter de faire des arrondissements des valeurs. Alors, donc là, c'est ce que nous avons donc trouvé. Donc là, on va encore une fois remplacer E et G1 par un nouvel élément qui est G2 et en ligne et en colonne. Et on va retrouver cette matrice. La même chose, on recherche le minimum. Bien sûr, cette valeur est obtenue en trouvant le minimum entre les distances de A vers E, de A vers C et de A vers D. Donc, cette différence ce minimum serait de 1,87. Et dans ce cas, on le mentionne ici. Et il est en jaune ici, tout simplement parce qu'il représente le minimum entre ces valeurs-là. Ce minimum, ça veut dire qu'on va regrouper l'élément A avec l'élément G2. Quand je dis avec G2, ça veut dire que dans notre cluster, on aura deux éléments qui sont l'élément A et le cluster G2. Et dans le cluster G2, j'ai l'élément, bien l'objet individuel E avec le cluster G1. Et le cluster G1, rappelez-vous, c'était C et D comme élément individuel. Donc là, vous remarquez que lorsqu'on regroupe A avec G2, on aura un nouveau groupe qui s'appelle G3. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste un seul élément B. Donc, même si on refait les calculs, c'est inutile tout simplement parce qu'on va remplacer ces deux lignes et ces deux colonnes A avec G2 par une seule. Et on aura une matrice carrée 2 fois 2 dans laquelle nous avons un 0 et nous avons un seul élément. Donc, on va chercher le minimum dans un ensemble contenant un seul élément. Donc, dans ce cas, ça sera inutile parce qu'on sait qu'on va regrouper tout simplement le groupe G3 avec l'élément qui reste. Si nous avions deux éléments restants, par exemple B et, je ne sais pas, et G par exemple, ou bien par exemple H, donc dans ce cas, on aura une matrice 3 fois 3 dans laquelle on va chercher quand même le minimum et on va regrouper encore une fois. C'est pour cela, là, on s'est arrêté et on a le dernier groupe qui est composé de B avec le groupe G3 qui est composé de A et G2 qui est composé de de E et C et G1 et G1 c'est C et D. Donc là, on peut retrouver ça graphiquement. Donc là, ça c'est en bleu, c'est les objets, nos objets d'origine. Donc vous avez par exemple, remarquez que là, on retrouve les valeurs négatives. Par exemple, pour le A, il avait deux valeurs négatives. Pour le B, il est positif, C, D et E.
vous remarquez que ce que je mentionne ici comme cercle ou bien les ellipses représentent les regroupements avec bien sûr l'ordre de ces regroupements-là. Donc c'est hiérarchique, en fait on peut avoir la représentation sous forme de dendrogramme, mais là c'est juste pour vous montrer l'ordre sur le plan directement, graphiquement. Donc on a commencé par regrouper d'abord C et D parce que vous remarquez ils se chevauchent d'ailleurs, pas ils se chevauchent, en fait, ils se chevauchent parce que les sacs ils sont grands. Pour cela, les éléments, vous remarquez que le chevauchement entre C et D, ici, il est plus grand entre D et E, ça veut dire que déjà C et D sont plus proches les uns l'un de l'autre par rapport à E. C'est pour ça que nous avons procédé à ce regroupement-là. Ensuite, vous remarquez que entre ce groupe-là et les autres éléments A, B et E, le plus proche à ce groupe G1, c'est E. C'est pour ça qu'on l'a regroupé avec ce groupe G1 pour obtenir G2. La même chose lorsque nous avons obtenu ça, donc G2 en le traitant comme un cluster unique, le plus proche de G2 c'est A par rapport à B. Pour cela, nous avons regroupé en G3 ce groupe-là G2 avec A et nous avons obtenu G3. Donc en G3, nous avons maintenant qu'est-ce qui restait? Il nous restait un seul élément B qui n'est pas encore regroupé. On le regroupe avec l'élément G3 pour retrouver le groupe, ou bien le cluster G4. Okay. Voilà, donc là, ça c'est une, disons, un cas pratique ou bien une situation qui permet de voir ce regroupement-là de manière progressive ou bien de manière ascendante. Pourquoi ascendante? Parce qu'on commence par les éléments individuels, ensuite on va construire les groupes de manière ascendante. Maintenant, une petite remarque. Bien sûr, si on adopte une autre distance qui est la distance euclidienne, parce que là, plutôt la distance de Manhattan, parce que là, la distance euclidienne, c'est directement la liaison directe entre bien la droite ou bien le plus court chemin entre ces objets-là. Par contre, si on adopte par exemple la distance de Manhattan, on aurait peut-être eu des résultats parce qu'en général, la distance euclidienne et la distance de Manhattan sont différentes. On peut trouver par exemple les distances par exemple, entre un groupe d'objets. Si on calcule la distance euclidienne et la distance de Manhattan, dans certaines situations, on peut trouver des différences. Deuxième chose, là, nous avons utilisé le linkage single. Au niveau de l'exercice, il est demandé de faire ce travail pour les autres linkages qui sont centroïdes et par linkage complet. Donc, dans ce cas, je vous laisse le faire si vous avez des difficultés ou bien des remarques. Vous pouvez me faire part de tout cela. Alors, je pense que pour cet exercice, nous avons pratiquement terminé. Il nous reste donc un troisième exercice. En fait, c'est l'exercice 3 ici. Alors, pour ce troisième exercice, donc nous avons un cas pratique là qui est quelque chose que vous avez l'habitude de voir lorsque vous saisissez des textes ou bien vous écrivez des documents. C'est un petit peu les suggestions de correction. On fait tous des frappes parfois parce qu'on saisit ou bien on est un petit peu nerveux devant le clavier. Donc, dans ce cas, parfois on fait des erreurs de frappe, on change une lettre par une autre. Et bien entendu, lorsque vous activez le mode correction automatique ou bien la visualisation de vos fautes d'orthographe ou bien de frappe, dans ce cas, vous avez des mots qui sont un petit peu soulignés en rouge et dans certains outils, ou bien la plupart des outils actuellement, peuvent vous suggérer ou bien vous proposer des corrections de ce mot-là. Bien entendu, on suppose que il s'agit d'une erreur parce que parfois, lorsque les mots sont absents du dictionnaire, parfois parce que vous utilisez un mot anglophone, par exemple, dans un contexte français ou bien inversement. Donc, dans ce cas, il y a une forte chance que le mot ne soit pas reconnu. Et dans ce cas, il va être considéré comme une faute ou bien une erreur. Par contre, lorsque nous avons le mot qui n'existe nulle part, ni dans la langue d'origine d'écriture, ni dans les autres langues, dans ce cas, il faut dans ce cas procéder à sa correction. Donc, dans cet exercice, on va essayer de
de faire l'utilisation, bien de voir comment on peut utiliser le calcul de distance pour pouvoir suggérer ou bien proposer des mots de correction lorsque nous avons fait une erreur de frappe sur un mot là. Donc là, ce qui est demandé de faire tout d'abord, c'est de prendre les mots monnaie, montage, monteur, manette et ménage et d'essayer de calculer les distances. Bien sûr, ça c'est juste pour l'entraînement, pour pouvoir utiliser ce calcul de distance dans les étapes suivantes. Donc là, ce qui est demandé, c'est de faire la matrice de similarité en prenant comme mesure de distance ou bien de similarité le nombre de caractéristiques communes. Bien sûr, là, quand je dis la mesure de distance, bien de similarité, c'est le nombre de caractéristiques communes. Lorsqu'on calcule une distance, c'est inversé, c'est-à-dire parce que la notion de distance, elle permet de dire que les éléments ou bien les objets qui sont similaires ont une distance vraiment petite, voire nulle, s'ils sont égaux. Donc, dans ce cas, si on compte le nombre de caractéristiques communes, donc dans ce cas, on va trouver que les éléments qui se ressemblent ont une distance élevée. C'est pour cela, en général, on fait l'inverse, c'est-à-dire on va chercher le nombre de caractéristiques qui sont différentes qu'on va diviser sur le nombre de caractéristiques totales pour retrouver la vraie notion de distance. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs au niveau de cet exercice. Donc, avant de procéder à la correction, j'explique ce qui est demandé également dans les autres questions. Donc, on va supposer qu'on veut faire disons une simulation de la proposition des mots de correction par rapport à un mot erroné ou bien une erreur de frappe. Donc, supposons que nous avons des mots qui sont suggérés pour le mot verbe qui se termine par F, qui n'existe pas dans le dictionnaire, et on va suggérer deux mots qui sont verbe et verbe. On va voir entre ces deux mots quel est le meilleur mot à suggérer selon, bien sûr, là, on va utiliser la notion de similarité entre ce mot-là et les autres mots qui sont proposés pour voir quel est le meilleur mot à proposer. Donc, tout d'abord, on va calculer la similarité selon le nombre de caractéristiques communes entre le mot verbe et les deux mots séparément. On peut même calculer la distance entre ces deux mots eux-mêmes. Et on va voir est-ce que cette mesure, elle est appropriée, elle est adéquate, elle est vraiment utile. Okay. On va ensuite remplacer chacune des lettres par son équivalent en code ASCII et on va recalculer ces distances-là en utilisant par exemple la distance euclidienne parce qu'on va avoir affaire à des nombres. Okay? Et on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut proposer si on remplace, si on fait l'utilisation du codage ASCII, comment on peut utiliser la notion de distance euclidienne pour proposer le meilleur mot. On va voir est-ce que cette utilisation ou bien le remplacement par des caractères ASCII est également utile. Et enfin, on va voir une proposition peut-être qui serait meilleure, qui va tenir compte de la disposition, disons, spatiale ou bien, on peut dire, sur le clavier de nos touches. Et on va proposer une meilleure suggestion de mots de correction. Okay. Alors, donc là, alors, c'est l'exercice. Voilà, donc on y est. Donc là, c'est la matrice des distances. Donc là, la même chose, ça ressemble un petit peu à la matrice de l'exercice précédent, sauf que là, on a affaire à des mots et non pas des objets. Donc j'ai disposé les mots en colonne et en ligne. On va calculer le nombre de caractéristiques communes entre les mots, 2 à 2. Et bien entendu, on va garder en fait, soustraire ce nombre de caractéristiques communes du nombre total, qui est dans ce cas la longueur des mots, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et on va diviser, même si
la division, elle est toujours faite par rapport au même nombre, c'est-à-dire on a toujours le même dénominateur qui est 7, mais en général, lorsqu'on fait la comparaison par des pourcentages, on procède à la division au lieu de faire la comparaison par seulement un nombre. Euh, Quoi qu'il en soit, bon là, j'ai procédé à cette division en gardant bien sûr les quotients. On peut toujours dans ce cas comparer que les numérateurs de ces valeurs-là. Okay? Maintenant, comment on procède à ce calcul-là? Parce que là, nous avons affaire à des mots. Remarquez que les mots sont de longueur égale, c'est-à-dire de même longueur. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et la même chose, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et la même chose pour les autres. Ça veut dire qu'on peut considérer chaque lettre, chaque position comme une caractéristique. C'est-à-dire qu'est-ce qui se trouve comme première lettre au niveau du premier mot. Et qu'est-ce qui se trouve, quelle est la première lettre du deuxième mot? Quelle est la première lettre du troisième mot? La même chose, quelle est la deuxième lettre ici et ici jusqu'à la fin, la troisième jusqu'à la fin, la dernière lettre, etc. Si on considère ces lettres-là comme des caractéristiques, si les lettres sont égales, nous avons beaucoup de lettres dans la même position, attention, si les mêmes lettres les lettres dans les mêmes positions sont les mêmes, donc on va dire que ces mots se ressemblent. S'il y a une grande différence, on va dire que ces deux mots sont très différents l'un de l'autre. Okay. Donc, par exemple, on va prendre les deux mots monnaie et montage. Donc là, je vais faire le tableau blanc comme tout à l'heure. Allez, on va faire les deux mots. Je vais essayer de faire en sorte que les mots que les lettres, soient distantes. On voit. Donc, ça, le premier, c'était monnaie. Et E. Le deuxième, je vais le mettre juste en dessous. Montage. M, T, A, G et E. Vous remarquez que lorsqu'on place les mots exactement l'un en dessous de l'autre et que les mots sont de longueur égale, donc dans ce cas, on a l'impression d'avoir un tableau dans lequel les lettres dans chaque position représentent une caractéristique. On peut faire ça comme ça. Okay? Si je fais entrer ici et que j'appelle ça C1, ça c'est C2, C3, C4. Bon, là, je dois faire un petit décalage. Okay? C4. Okay. Ensuite, là, je vais décaler maximum. Donc, ça, c'est C5. Ensuite, C6. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 7. OK? Donc, là, c'est la troisième lettre. Ici, ça va être la quatrième lettre. Ça, c'est la cinquième. Ici, c'est la sixième et la septième. La même chose ici. On aura ça, on aura ça, on aura ça. Donc, je vais encore décaler ça. Donc, voilà. Nous avons des caractéristiques. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va compter. Donc, le nombre, soit vous comptez le nombre de différences, soit vous comptez le nombre de similitudes. Ça dépend bien sûr visuellement, comment vous pouvez procéder rapidement. Si vous êtes beaucoup plus dans la détection d'égalité, donc vous allez chercher le nombre d'égalités. Sinon, si vous détectez les différences facilement, vous allez compter le nombre de différences que vous allez différences que vous allez mentionner directement ou bien diviser directement. Si vous calculez le nombre de similitudes ou bien de correspondances, d'égalité, dans ce cas, vous allez soustraire ça du nombre total. Par exemple, si on procède par le nombre d'égalités, donc nous avons, ça c'est une première égalité, 2, 3, 4, parce que là il y a une différence, 5. Donc, si on procède par égalité, on va soustraire ça de 7. Ça nous fait 2. 7, c'est là, 7, moins les 5 différences nous fait 2. Sinon, si on compte les différences, ce sera l'inverse. Donc, nous avons 1 et 2. Les autres sont des égalités. Dans ce cas, on aura 2 sur 10. 1 sur 7, pardon. OK. Et la même chose pour les autres paires. Donc, on va voir ça ici. Donc là,
vous avez, je vais zoomer un peu, donc la différence ou bien la similarité, la distance, pardon, entre monnaie et montage, ça nous donne 2 sur 7. Entre ça et ça, donc vous remarquez que c'est élevé parce que le mot monteur est monnaie, donc il possède peut-être la première lettre qui est M. Ensuite, nous avons une autre qui est N, c'est la troisième. Le reste est tout différent. Pour ça, nous avons 5 différences. Donc, nous avons seulement 2 similitudes, 2 égalités, et le reste, c'est des différences, et on fait la même chose pour tout le reste. Bien sûr, là, on ne va pas faire de clustering, tout simplement, parce que même si je vais regrouper, par exemple, je vais dire que monnaie et montage sont les plus proches l'un de l'autre, qu'est-ce qu'on fait avec ce regroupement-là? Même si on essaie de faire un regroupement du genre progressif et ascendant, etc. Lorsque je vais remplacer monnaie et montage par un autre mot, quel serait ce mot-là? Donc, parfois le calcul de distance, c'est parfois une, je dirais pas une fin en soi, mais il a d'autres utilisations qui n'est pas forcément de procéder au regroupement final. C'est-à-dire il suffit juste de trouver les éléments les plus proches et on utilise cette distance-là pour faire autre chose. Ok. Alors, là, on va maintenant passer à l'exercice, plutôt à la question suivante, qui est de calculer la distance entre le mot, par exemple, qui est le mot erroné V, E, R et F, et deux autres mots pour les suggestions ou la proposition de correction, qui sont le mot vers, qui se termine par T, et le mot vers, qui se termine par S. Là, bien sûr, j'ai élaboré la matrice, même si ce qui est vraiment demandé, c'est seulement la distance entre ce mot-là, vers, et les deux mots, c'est-à-dire avec T et S. C'est-à-dire que cette distance, ce n'était pas vraiment demandé de la calculer, même si on l'a calculé, c'est juste pour montrer une chose, qui est le fait que ces trois mots sont équidistants, c'est-à-dire que la distance entre ce mot-là et ce mot-là est la même qu'entre ce mot-là et ce mot-là, qui est la même entre ces deux mots-là. C'est-à-dire que nous avons toujours un cas. Comment on fait cette distance? Tout simplement, c'est comme on a fait tout à l'heure. C'est-à-dire, on va compter, on considère que chaque lettre, c'est une caractéristique, chaque position, et on va compter le nombre de différences qu'on divise par le nombre total. Le nombre total de lettres, c'est 4, et la différence, donc nous avons une seule différence à chaque fois qui est la dernière lettre. C'est pour cela que nous avons seulement 1 ici. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ces distances-là? On va dire est-ce que cette distance est appropriée. C'est-à-dire, si je veux proposer une suggestion pour corriger le mot vers, se terminant par un F, est-ce que je vais suggérer T ou bien S? Bien vers la couleur ou bien vers la direction. Okay. Là, on est indécis tout simplement parce que les deux mots sont à la même distance. Le mot vers, il est équidistant par rapport à ces deux mots en T et en S. Pour cela, cette distance n'est pas tout le temps appropriée. Je ne dis pas que c'est dans tous les cas, mais il se pourrait que cette distance soit utile lorsque on veut, par exemple, proposer le mot le plus proche. L'exemple, il est là. Par exemple, on s'est trompé, bon, même si le mot monnaie existe, mais supposons que nous avons un mot qui n'existe pas et que je veux proposer un mot qui soit le plus proche. Donc, dans ce cas, on va proposer le plus proche qui est montage. À ce mot-là, monnaie. Donc, dans ce cas, les autres distances sont différentes, ne sont pas égales. Par contre, dans notre cas-là, qui est vers avec F et T et S, cette distance, dans ce cas-là, n'est pas appropriée, n'est pas utile. Okay. C'est pour cela qu'on va essayer de chercher une nouvelle ou bien une meilleure proposition. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, ce qui est demandé, c'est de changer maintenant ces lettres par leur équivalent en code ASCII. Bon, code ASCII, bien sûr, vous avez la table à partir de laquelle vous allez remplacer chaque lettre par l'équivalent code ASCII. Faites attention parce que vous savez que le code ASCII, il y a une différence entre les majuscules et les minuscules. C'est pour cela, là, j'ai pris soin de toujours écrire notre mot ici en minuscule. Bon, à la rigueur, peu importe, mais là, faites attention parce que si vous écrivez un des mots en majuscule et l'autre en minuscule, le V majuscule et minuscule font la différence et ça peut affecter le calcul de distance. C'est pour cela qu'il faut harmoniser ou bien écrire de manière unique vos mots. Okay.
Donc là, nous avons ces valeurs-là. Attention, c'est 4 valeurs séparées. Et ça correspond à notre traitement de ces mots-là comme des positions séparées. Lorsqu'on a calculé les distances tout à l'heure, okay, nous avons considéré que chaque lettre, c'est une caractéristique. C'est pour cela, en la remplaçant par son équivalent ASCII, nous allons la garder séparée des autres valeurs. C'est pour ça que nous obtenons ces valeurs-là, okay, qui sont les codes ASCII des lettres V, E et R. Par contre, la dernière valeur, elle est différente parce que nous avons des lettres de terminaison des mots qui sont différents. Donc, dans ce cas, on va avoir des points dans un espace, comme on a vu dans les exercices précédents, qui ont ces coordonnées-là. Bon, à la rigueur, lorsque vous voulez les placer, même si c'est à 4 dimensions, même si vous avez 3 dimensions, 2 dimensions, donc dans ce cas, vous avez seulement une différence dans une coordonnée qui est la dernière ici. Ça veut dire que ces mots-là, ils sont alignés géométriquement et il y a une certaine différence seulement dans une coordonnée. Par exemple, supposons que nous avions seulement 72 et 66, 72 et 74. Ces mots-là seront sur la même ligne, bien seront alignés, ils auront plutôt sur la même ligne comme ça, parce que c'est le même X, et ils auront une différence dans les Y. Et lorsqu'on calcule la distance ici euclidienne, ça sera directement la différence entre ces valeurs-là. Parce qu'on fait la distance euclidienne entre vert et vert. Ça sera tout simplement cette différence-là, tout simplement parce que ces différences-là nous donnent des zéros. Et c'est ce qu'on trouve ici, dans la matrice de distance. Entre vert en F et vert en T, la différence, elle est de 8. Tout simplement, c'est la différence entre 74 et 66. La différence entre vert F et S, elle est de 7, tout simplement parce que c'est cette différence donc, entre 66 et 73. Cette différence ici, même si on ne l'utilise pas, elle est de 1, tout simplement parce que c'est 74 moins 73, ou bien l'inverse, on élève au carré en faisant la racine carrée. Okay. Donc là, ces valeurs-là, selon le codage ASCII, vous remarquez que lorsqu'on veut suggérer un mot en remplacement du mot vers F, on va proposer le plus proche entre vers T et vers S qui est vers S. Tout simplement parce que dans le codage ASCII, la valeur, le S, il précède le T. D'ailleurs, c'est ordonné selon l'alphabet anglais. Okay? Donc, vous avez toujours S ensuite T. C'est pour cela, S est plus proche à F qu'à T. Okay? C'est pour cela, si on adopte cette solution-là pour proposer le meilleur mot, bien le mot de correction, on va proposer le mot S. Mais vous remarquez que là, c'est parce qu'on se base sur l'ordre. Si l'ordre était inversé, si l'alphabet était le T, ensuite le S, on va proposer dans ce cas le S, le T plutôt que le S. C'est-à-dire, ça, on aura ici un 7 et on aura ici un 8, par exemple. Okay. Donc, encore une fois, on remarque que parce que c'est basé sur cet ordre dans l'alphabet, ce n'est pas vraiment tout le temps utile. Donc, qu'est-ce qui est demandé? Il est demandé de proposer une meilleure solution. Maintenant, ce qui est dit ici, c'est que si on analyse bien, on essaie de comprendre pourquoi on fait en général des erreurs de frappe, parce que parfois nos mains ou bien nos doigts glissent ou bien touchent la mauvaise touche. Et en général, lorsqu'on voulait par exemple appuyer sur une lettre et que les touches sont un petit peu condensées ou bien contiguës dans un espace contigu, comme dans votre par exemple clavier de portable ou bien de téléphone portable, parce que le doigt il est un petit peu parfois plus large ou bien plus grand que la touche. Dans ce cas, en général, on touche, ou bien lorsqu'on appuie, on a toujours tendance à toucher, par exemple, la mauvaise touche juste qui se trouve à droite, à gauche, plus haut, ou bien plus bas, ou bien dans les côtés diagonales. Okay. C'est pour cela, là, nous avons une erreur dont l'origine, c'est la disposition sur le clavier des touches, dans le sens que si vous vouliez, par exemple, appuyer ou bien toucher ou bien taper une touche, lorsque vous faites l'erreur, la touche qui est appuyée, elle est juste à côté, que ce soit, elle peut être juste à côté à droite, à gauche, au-dessus, au-dessous, etc. C'est pour cela, lorsqu'on essaye de proposer une solution, on va dire que peut-être l'origine de l'erreur, elle était au niveau de la disposition des lettres.
Si on prend par exemple le clavier, je ne sais pas si je peux vous montrer mon clavier là. Okay. Donc là, je vais vous montrer mon clavier là. Donc peut-être au niveau de l'affichage. Donc ça, au niveau de ce clavier là, on retrouve que au niveau de ce clavier-là, on trouve que les touches, par exemple S et T, sont éloignées l'une de l'autre. Donc, par exemple, si on essaie si on voulait, par exemple, taper, par exemple, vert avec un T, et on a, au lieu d'appuyer sur le T, nous avons appuyé sur le F. Tout simplement parce que le F est plus proche de T que de S. Je formule là la chose autrement. Le mot qui est tapé, c'est vert avec F à la fin. Okay. Donc, la probabilité que la touche que je voulais appuyer, c'était S ou bien T, donc la probabilité serait T, tout simplement parce que sur le clavier, T est plus proche de la touche F que la touche S. C'est-à-dire, S, elle est plus éloignée de F que de T. C'est pour cela, on va dire que ce que je voulais réellement appuyer, c'était la touche T, et au lieu de toucher à T, ou bien d'appuyer sur T, j'ai appuyé à F. Parce que la probabilité de vouloir, d'avoir voulu toucher, ou bien d'appuyer, de taper S et d'avoir tapé au lieu de S un F, elle est plus petite, elle est invraisemblable, tout simplement parce que les touches S et F, vous pouvez regarder ça sur votre clavier, elles sont séparées d'une touche qui est D. Ça veut dire que D, il se place au milieu, ce qui fait que F et S sont éloignés. Par contre, entre F et T, vous remarquez qu'elles sont en diagonale. C'est-à-dire, lorsque je voulais, par exemple, toucher à T, peut-être que mon doigt a glissé et au lieu de faire le T, j'ai fait le F. C'est pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On va calculer la distance géométrique. Dans ce cas, c'est la distance euclidienne. Pourquoi c'est la distance euclidienne? Je vais vous montrer ça sur le petit tableau blanc. Alors, je vais dessiner dans lettres. Donc là, je vais faire here drawings. Et je vais mettre ça comme, je ne sais pas si je peux faire ça comme ça. Donc ça va être S. Je vais écrire dessus, dedans, pardon. Donc ça va être notre S. Encore, je vais faire un autre qui est F ici. Okay. Encore le T ici. Et je vais vous montrer, alors, non, pardon, le S, je vais déplacer. Voilà. Donc, nous avons le S. Nous avons, bon, je vais écrire le D ici. Nous avons F, au moins sur mon clavier. Donc, encore une fois, on va écrire le T ici. Voilà. Donc, je vais encore réexpliquer l'histoire de la distance là. Donc, par exemple, lorsque je voulais appuyer, par exemple, pour écrire V-E-R et une lettre, est-ce que je voulais écrire un S et au lieu du S, j'ai écrit un F, ou bien je voulais écrire un T et au lieu du T, j'ai écrit un F. C'est là qu'on va utiliser la distance. Parce que lorsque je voulais écrire une lettre et que j'ai appuyé sur une autre lettre par erreur, donc l'autre lettre, ou bien la lettre d'origine que je voulais taper, elle doit être naturellement plus proche, bien la plus proche à la lettre erronée. Donc, lorsque j'ai tapé F au lieu d'une autre lettre, donc la probabilité que ce soit T, elle est plus grande que la probabilité que ce soit un S. Tout simplement parce que vous remarquez que la probabilité de faire que mon doigt glisse vers le S ici, c'est plus petite que mon doigt glissant vers le T. OK? C'est-à-dire que si je voulais écrire un S et que ça a glissé vers le F, c'est invraisemblable parce que peut-être je voulais écrire un T et ça a glissé vers le F. Pour cela, on va dire qu'on va calculer la distance entre le F et le T et le F et le S pour voir ce que je voulais taper comme lettre. Maintenant, pourquoi c'est la distance
euclidienne. Pourquoi ce n'est pas Manhattan? Parce que Manhattan, on va avoir 1, 2 et 1, 2. Donc Manhattan, vous remarquez que c'est une situation dans laquelle le calcul de distance nous donne une différence. Parce que là, on calcule la distance en termes de touches de clavier. Combien de touches de clavier séparent le F et le T? Si on va bien sûr horizontalement puis verticalement, ou bien l'inverse. Donc dans ce cas, on va avoir une touche 2. Donc la distance, elle est de 2. OK. Là, ici, c'est deux touches. Par exemple, vous avez ici sur votre clavier le G et vous avez ici le R, comme sur mon clavier. Je pense que c'est la même chose sur le clavier intégré. Donc, dans ce cas, la distance de Manhattan donne toujours la même chose. Par contre, la distance euclidienne ne donne pas la même chose parce que vous remarquez que si vous calculez cette distance-là et cette distance-là, vous remarquez que cette distance est plus petite. C'est pour cela qu'on suppose que nous avons une possibilité de calculer cette distance euclidienne. Peut-être on va prendre le centroïde de chacune des touches et calculer bien sûr la distance entre ces touches-là. Et là, ce qu'on appelle le linkage par centroïde, et on va prendre le plus petit. C'est-à-dire le plus petit, si je me suis trompé de lettre, ça veut dire que vraisemblablement ce que je voulais appuyer c'était le T et non pas le S parce que le T c'est le plus proche du F. Et donc dans ce cas, on va suggérer pour corriger le mot vert avec F à la fin, le mot vert avec T à la fin. Voilà, donc pratiquement ça termine cette séance. J'espère que ça a été bénéfique. Bien entendu, je vais essayer de vous placer ce corrigé type sur, je vous donnerai le lien de toutes les manières pour le télécharger. Je procéderai à de petites corrections sur les slides et vous trouverez le lien de téléchargement de ce corrigé type en dessous de la vidéo. Donc, je vous remercie pour votre attention et on se retrouve bientôt, Inch'Allah. Merci, au revoir.